Suis-je une de lui avoir dit que c'est à cause de mecs comme lui que les Arabes avaient mauvaise réputation? Oh là 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 là, non mais on est où là, putain. Bienvenue à toutes et à tous dans ce format que vous connaissez sûrement, peut-être, ou peut-être que vous le découvrez tout juste. Êtes-vous des merdes? C'est un format qui est inspiré du subreddit Am I the Asshole, où en fait les gens envoient des histoires de choses qu'ils ont faites, et où nous, on va juste les juger, tout simplement. Donc moi, j'ai transcrit ça avec ma communauté. Vous m'envoyez des histoires de manière totalement anonyme, il faut que ce soit anonyme. Vous passez par une plateforme spéciale pour anonymiser le truc et me l'envoyer sur une adresse précise. Tout ça, c'est en description. Ensuite, il y a mon pote Tom qui fait une petite sélection de tout ça, qui me les envoie. Et moi, je les découvre presque en live. J'y réagis, c'est ce que vous allez découvrir tout de suite. Important de savoir qu'on juge finalement une action sur un moment. C'est-à-dire que si à un moment je vous dis que vous êtes une merde sur un truc, ça veut pas dire que vous êtes une merde dans la vie. D'accord? À l'inverse, ça se trouve que vous avez fait une super action à un moment et en fait vous êtes une merde dans la vie. C'est possible. Moi je vais juger qu'avec les informations que j'ai et que sur un moment précis. Voilà. Et si vous n'êtes pas à l'aise avec le fait que je puisse vous dire que vous êtes une merde, surtout n'envoyez pas d'histoire. C'est important. C'est de toute façon pour le divertissement, c'est aussi parce que parfois ça donne sujet à plein de discussions intéressantes, des débats et des dilemmes en fait qui sont éthiques, moraux, bref, il y a plein de choses passionnantes dans ce format, je trouve. Mais j'essaie vraiment de juger avec le maximum de bienveillance, vous l'aurez remarqué, et j'attends la même chose de vous dans les commentaires aussi. Parfois je vois des commentaires qui sont pas du tout dans la bienveillance. C'est pas l'esprit, c'est pas du tout l'esprit. Et enfin, il est possible que je lise une histoire, que je me fasse un avis et qu'en fait, en lisant vos commentaires, ou bien en y repensant quelques mois plus tard, je change d'avis, c'est possible aussi. Là, c'est juste ma réaction à chaud finalement sur les histoires que vous m'avez envoyées. Je crois que j'ai tout dit. Je crois qu'on est parti pour... Êtes-vous des merdes? Suis-je une merde pour lui avoir crevé les pneus? J'avais 22 ans et je travaillais comme étudiant dans un drive de 3h à 10h du matin. Ok, donc de nuit. J'habitais en ville et l'immeuble où je résidais avait une cour intérieure avec des places de parking réservées et d'autres non. Oh là là, est-ce que t'as crevé des pneus de quelqu'un parce qu'il est rentré sur une place réservée? Mais il n'y avait aucun numéro pour indiquer celle qui était réservée ou non. Ah d'accord. Donc comment on pouvait savoir Ok. Un vendredi soir, alors que je voulais me rendre au travail vers 3h du matin, une voiture a volontairement bloqué ma voiture. Et j'ai vite compris que c'était parce que j'avais pris sa place. C'est pas possible de communiquer, juste mettre un mot sur le pare-brise? Ah! Le parking était presque vide et je savais qu'à 3h du matin, d'autres places étaient disponibles lorsque mon voisin s'est garé. Je lui ai laissé un petit mot lui disant que j'étais désolé d'avoir pris sa place. Bien! Mais que laisser un mot aurait été plus civilisé, car là, ça m'a empêché d'aller travailler. On est derrière toi là, à 100%. On est derrière... Quoi qu'il arrive, on sera derrière toi là. Enfin... Presque. Le lendemain matin vers 8h, il a frappé à la porte de ma colocation. J'ai ouvert et il s'est mis à me crier dessus, rempli de colère et de haine. C'est un zinzin ou quoi? J'ai pas réagi, je me suis excusé. T'as paniqué, je comprends. Enfin, moi j'aurais paniqué quoi, j'aurais fait la même chose. Ou alors, je sais pas. Non, je sais pas, il y a quelques années j'aurais fait la même chose. Aujourd'hui, je sais pas, tiens, tu me diras. Bref, ok. Vendredi suivant, je suis descendu avec un couteau. Chill, man. Et j'ai crevé un pneu, rassuré, avant et un pneu arrière pour l'empêcher d'utiliser sa roue de secours et se retrouver bloqué et impuissant comme moi. Il savait que c'était moi, mais il n'avait aucune preuve et l'histoire n'est pas allée plus loin. Suis-je une merde pour lui avoir crevé les pneus? Putain, mais j'aurais jamais osé, gars. J'aurais jamais osé. Genre, qu'il sache que c'est moi. Ok, est-ce que t'es une merde pour lui avoir crevé les pneus? T'as fait tout ce qu'il fallait de bien. Lui, il arrive. Il te gueule dessus. T'as craqué. Disons-le. T'as paniqué, quoi. T'étais là, t'as remis dans ton coin, t'as dit... Je peux pas me laisser faire comme ça. C'est pas ouf. Tu le sais que c'est pas ouf. Moi j'avoue j'ai vraiment du mal avec le matériel. Pas le enfin la détérioration. Ouais le. Alors lui c'est une merde. Hein. Y a pas de débat, lui c'est une merde. Ok. Dès le début il aurait pu mettre un mot, etc. Machin. Pas du tout civilisé. Bad guy. Est-ce qu'il faut se rabaisser à son niveau? Est-ce que t'étais obligé de lui crever les pneus? Moi je pense pas. Pour moi t'es une merde. Mais je te comprends 100%. C'est-à-dire que je te dis, je comprends ce qui s'est passé en toi, il t'a fait vriller le man quoi, il t'a vraiment saoulé quoi. Et tu culpabilises, la preuve tu m'envoies ce mail. Donc, merde, affaire classée, voilà, il y a des fois on fait des trucs qui sont pas ouf. Bon, il l'avait cherché quelque part, parce que lui il a été une énorme merde, mais c'est pas parce que lui il a été une énorme merde que nous on doit être une merde aussi. Voilà, c'est ça mon avis. Suis-je une merde d'arrêter de donner mon sang par désir de liberté? Intéressant. Salut Cyrus, désolé par avance pour ce pavé. Mais t'inquiète. Un peu de contexte. Je suis un homme blanc hétéro de 31 ans, le privilégié par excellence. Ah bah je lis pas j'arrête de lire ton histoire. Non mais attends, déjà t'as trop de privilèges. Si en plus ton histoire elle est sélectionnée,
Gars, laisse un peu de la place aux autres. Ok, exceptionnellement, on va lire son histoire, ok. Tu peux m'appeler Adam. Alright, Adam. Je suis paxé avec une femme de 28 ans et nous avons 2 fils de 4 et 1 an. Très bien. Bah déjà, félicitations. Bah, très simplement. Ma situation professionnelle me permet de vivre aisément sans non plus rouler sur l'or. Je suis développeur, ça peut t'aider. Mais excuse-moi, mais que de privilèges, Adam, en fait. Il est au sommet de la chaîne alimentaire, Adam. J'ai 3 grandes valeurs dans la vie. L'équité, la gratitude et la liberté. Mais putain, mais Adam, mais donne-en pour les autres, en fait. J'ai dû faire une croix sur l'une ces derniers temps. Oh là là, mais en plus il écrit bien, putain. Qui n'est pas jaloux d'Adam ? Personne. Ma compagne a donné son sang pendant plusieurs années, mais a dû arrêter car après un accouchement délicat, elle a dû être transfusée. Elle ne peut donc plus donner son sang. C'est toujours le cas, ça ? Y'a pas un truc comme quoi ça avait sauté ou quoi, non ? Mon premier fils a eu plusieurs opérations, dont une à cœur ouvert. Je suis désolé, à cause d'une malformation, et donc lui aussi a été transfusé. Pas d'inquiétude, maintenant il va très bien. Ma gratitude envers le monde hospitalier m'a donc amené à donner mon sang à mon tour. Mais putain, mais quel seigneur, putain. Mais quel seigneur, Adam ! Parallèlement à ça, pardon, Adam ? Parallèlement à quoi ? À ça, S.A. Adam ? Attends, Adam. Après tout ce que t'as fait, après tout ce que tu nous as offert, parallèlement à ça, S.A. J'ai besoin d'un moment. D'habitude, je vous avais vu, je suis hyper tolérant avec les fautes d'orthographe, il y en a tout le temps, il n'y a pas de sujet. Mais Adam. Ah, je m'attendais pas à ça de toi. On va reprendre l'histoire. Parallèlement à ça, notre mode de vie nous permet de se faire plaisir. Nous cuisinons un peu, on ne prend pas de plaisir à le faire. Ah, nous cuisinons peu, pardon, on prend pas de plaisir à le faire et faisons souvent des restos fast-food. Je bois pas mal de thé glacé pour éviter les sodas. Attends, pourquoi tu nous racontes ça là ? Pourquoi on est rentré aussi deep dans le mode de vie d'Adam là ? Je bois pas mal de thé glacé pour éviter les sodas et ne mangeons plus de viande rouge par souci écologique, le bœuf et l'agneau étant les viandes les plus polluantes. Ok. Après une série de dons, on me détecte un léger manque de fer. Très légèrement en dessous du minimum à avoir pour faire un don. Attends gars, moi j'ai donné mon sang plusieurs fois, je me souviens pas de test du niveau de fer. Hein. On pose des questions et je comprends très vite que mon alimentation, trop de thé et pas assez de viande rouge, en est la cause, tant que mon niveau de fer ne remonte pas. Putain mais je savais même pas que c'était possible. Effectivement le thé, pas à côté des repas, parce que la théine ne permet pas correctement d'assimiler le fer correctement, le fer des aliments correctement, je crois, un truc comme ça. Je suis pourtant en pleine forme, ne ressens aucune fatigue, qui serait le premier symptôme d'anémie. Effectivement, l'anémie, hein, c'est le terme technique, parce qu'on manque de fer. Et mon sens de la liberté, qui était très bien orthographié d'ailleurs, et mon sens de la liberté m'empêche de changer mon mode de vie durement gagné. Gagné, c'était accent aigu, mais bon, j'arrête. Arrêter de donner mon sang alors que nous sommes en pleine pénurie et faire une croix sur ma gratitude me brise le cœur. Mais ma liberté et mon égocentrisme prévaut de toute évidence. Cette lucidité. Alors Cyrus, suis-je une merde ? PS, merci pour tout ce que tu fais. Personnellement, tu m'apportes beaucoup car je suis très souvent en désaccord avec tes propos / valeurs. Super ! Bah super ! Bah génial. Je regrette pas. Je regrette pas une once de ce que j'ai dit pour l'instant. Peine de mort, avion, musculation, j'en passe. Mais tes avis très bien argumentés me permettent de me remettre en question tous les jours. Ça fait plaisir. Attends, donc du coup j'imagine t'es pour la peine de mort, t'es contre les avions. J'ai fait un plaidoyer pour les avions. Je me souviens pas de ça, mais bon. Musculation, genre tu es contre. Tu es en désaccord avec la musculation. Ok, je suis un peu plus surpris. D'habitude dans cette liste il y a vaccin. Quand on me dit je suis en désaccord avec tes propos / valeurs, il n'y a pas sanitaire et tout. Là je suis surpris que ce soit pas de... PS2 t'es bien plus BG le crâne rasé, si on te le dit pas assez souvent. Mais... Je suis censé faire quoi là ? Je suis censé te dire t'es une merde. Après tout ça, tu veux que je te dise ça, Adam ? Bon, putain, est-ce que t'es une merde ? T'es pas une... À mon sens, t'es pas une merde parce que tu le proposes le sang. On te le refuse quoi, tu vois. Et effectivement, tu pourrais changer ton mode de vie pour donner du sang. En vrai, techniquement, je suis pas médecin, mais peut-être qu'il faut changer son mode de vie parce que t'es en anémie. C'est peut-être... Avant de vouloir donner du sang. Enfin, peut-être que si on prend pas ton sang, je suis en train de me dire que peut-être que si on prend pas ton sang, c'est qu'il y a une raison, quoi. Peut-être que les gars se disent... en fait, j'adore, parce que toi, t'es en mode, bon, ils veulent pas de mon sang, allez, on continue. Ouais, mais peut-être qu'ils veulent pas de ton sang pour une raison. Ça vaut peut-être le coup de se demander si c'est une bonne idée de continuer ce mode de vie. Hein. Je dis ça, je dis rien. Voilà, après... De toute façon, tu seras en désaccord. Tu risques d'être en désaccord avec... En plus, je relis cette phrase, excusez-moi, je relis le PS. Je suis très souvent en désaccord, il a dit. Hein. Il a pas dit je suis
Allez, parfois, de temps en temps, en désaccord. Non, c'est vraiment... C'est-à-dire que lui, il commence une de mes vidéos, il se dit « Allez, avec quoi on va pas être d'accord cette fois-ci? Allez, c'est parti. Oui, bah super, voilà. Putain, alors ça, pas du tout d'accord. Bon, il a quelques sources qui semblent intéressantes. Mais je suis quand même pas d'accord sur le fond. Toute la famille, ils sont là, ils regardent. Ils sont là. Allez, avec qui on n'est pas d'accord ce samedi soir? Avec Cyrus, let's go. Excusez-moi. J'imagine les séances de Hate Watch. Adam, j'espère que ça te fait autant rire que moi. Je pense que t'es pas une merde et voilà ce qu'on va faire. Pour Adam, vous voulez donner votre sang. On fait un message, voilà. Dans cette vidéo, il y a un message. Je vais mettre le lien de l'établissement français du sang dans la bio pour que vous puissiez trouver un centre à côté de chez vous et aller donner votre sang. Et donc, s'il y a un certain pourcentage de gens, on saura jamais, mais il y aura bien au moins sur les j'espère, centaines, milliers de vues que va faire cette vidéo, au moins une personne qui va aller donner son sang. Et donc, si ça te fait déculpabiliser, parce que ton histoire a permis ça, bah t'es encore moins une merde. Donc on va faire ça. T'es déjà pas une merde pour moi. Alors après je trouve que tu vas un peu fort hein, quand tu dis mon mode de vie durement gagné, etc. Gars, tu bois juste du thé, genre... Enfin, tu pourrais boire de la San Pellegrino par exemple, ou mettre des arômes de thé plutôt que du vrai thé avec de la théine. J'en sais rien, je sais pas comment ça marche. Moi je mange pas de viande non plus, et je fais... Alors, mon taux de fer il est pas ouf, mais il était déjà pas ouf quand je mangeais de la viande il y a longtemps. Donc je pense que c'est même pas... je suis pas sûr que ce soit lié au végétarianisme, pour le coup. C'est un détail. Mais bon, revenons au jugement. Non, tu n'es pas une merde. J'ai du mal à expliquer pourquoi t'es pas une merde, en fait, c'est pour ça que je reviens tout le temps en boucle. Premier argument, c'est que c'est pas toi qui refuse le sang. Et deuxième argument, en fait, si je dis que t'es une merde parce que tu changes pas ton mode de vie pour donner du sang, ça voudrait dire que tous ceux, quelque part, qui donnent pas du sang, sont des merdes. Alors pourquoi pas? Mais je peux pas partir de ce postulat parce qu'en fait, ce format, il va s'arrêter ici, quoi. Donc ce que je veux dire, c'est que je pense que t'as déjà fait pas mal. Je pense qu'il y a d'autres, si tu veux vraiment aider, comme tu le dis, le monde hospitalier, il y a d'autres manières de le faire. Voilà, tu peux faire des dons, par exemple. Qui sont pas des dons de sang, mais des dons d'argent. Ce que tu sembles avoir, Adam. Donc, potentiellement, il y a d'autres manières de te rattraper si jamais toi t'es pas à l'aise avec ça. À mon sens, t'es pas une merde parce que tu bois du thé et que tu manges pas de viande et que ça t'empêche de donner ton sang. Suis-je une merde pour avoir involontairement manqué de tuer une dame, puis pris la fuite? Ok, on est sur un niveau de délinquance qui ne fait qu'augmenter d'épisode en épisode. Bonjour Cyrus, bonjour. L'histoire que je vais te raconter se passe en 2021. Je suis une fille de 22 ans. Je prends le train avec une de mes meilleures amies direction le sud de la France pour un week-end entre copines. Ça a l'air parfait pour l'instant. Pendant le trajet, mon amie ne s'est pas assise à côté de moi, elle est dans un autre wagon. Ah là là, vous avez pas pris vos billets ensemble. Je suis assis près d'une dame d'environ 65 ans, moi côté fenêtre, elle côté couloir. Détail qui a son importance. Très bien. Avant de m'installer, je cale mon sac au-dessus de nos têtes dans les compartiments à bagages. Il s'agit d'un gros sac de randonnée bourré à craquer. C'est mon seul bagage pour tout le week-end. Je crois qu'on devine à peu près ce qui est en train de se passer. Le sac est trop bombé pour être bien enfoncé. Alright. Au fond du compartiment, donc il dépasse dans le vide. Mais comme j'ai forcé pour le caler, il n'y a pas de raison qu'il tombe. Enfin, je croyais. En vérité, plusieurs fois pendant le voyage, je lève les yeux en me disant que quand même, il est presque plus dans le vide qu'enfoncé. Au bout de quelques heures de trajet, alors que je somnole en regardant le paysage, un hurlement me tire de ma torpeur. Ce qui devait arriver arriva, mon sac est tombé sur la tête de ma voisine. Elle gémit, se tient la tête, pousse des petits cris de douleur qu'au début je trouve justifiés, mais que je trouve de plus en plus exagérés. Elle m'engueule. Votre sac est tombé sur ma tête. J'ai extrêmement mal. En sortant du train, je vais être obligé d'aller à l'hôpital. Impossible de conduire. J'ai probablement un traumatisme crânien. Voilà, vous pouvez juger de cette performance. D'imitation, de mise en situation, voilà, sur 10. Soyez pas trop sévère. Je suis un peu choqué de tout ce qu'elle me dit et je sais pas trop comment réagir. Je me confonds en excuses, elle m'engueule à nouveau. Oui, bah vous êtes désolé, j'ai bien compris, ça fait 10 fois que vous le dites. Voilà, je pense que j'ai un peu amélioré l'imitation là entre les deux. C'était le temps que dans ma tête, je me vraiment situe femme 65 ans. Après 65, ça c'était un peu plus, c'était plus 85 ans en vrai que 65 ans. Ma voisine me dit plusieurs fois qu'elle savait que mon sac allait tomber, mais qu'elle n'avait pas voulu me le dire pour pas me déranger. Trop gentil, beaucoup plus gentil que toi visiblement. Alors je me dis que je vais ranger mon sac sous le siège et qu'on va passer à autre chose. Dans la gêne, ma voisine me dit qu'elle va prendre mes coordonnées. Je dis oui, mais je me mets un peu à flipper, me disant qu'elle va porter plainte contre moi et que je vais avoir un casier judiciaire. Au bout d'un moment, elle se lève et toujours en gémissant et en faisant, désolé, la drama queen, oh ouais, y a pas de respect quoi. Elle prend à témoin les gens assis autour de nous en disant vous avez vu ce qui s'est passé hein? Son sac m'est tombé sur la tête. Je me lève et je lui propose d'aller chercher un contrôleur parce que je ne sais pas quoi faire d'autre. Et elle me répond bah oui, avec un air méchant. Je traverse tous les wagons à toute vitesse, à toute berzingue, avec la vraie intention de trouver un contrôleur pour l'aider. Au bout de 4 wagons, j'arrive à la fin du train sans avoir trouvé de contrôleur, et là je tombe sur mon amie endormie. Je fonce sur elle, je la secoue, et je raconte tout ce qui vient de se passer, complètement paniqué. Je tremble comme une feuille. Au moment où je compte repartir à la recherche d'un contrôleur,
j'entends que le train est arrivé en gare d'Avignon. Or, je sais que ma voisine descend à cette gare. Je ne sais pas quoi faire. Est-ce que je retourne au wagon pour lui donner sur un plateau d'argent mes coordonnées et ainsi sauver ma conscience? Ou bien je reste tranquillement assise avec mon ami jusqu'à ce que le train redémarre? T'as évidemment pris la première solution, non? Au bout de quelques minutes, le train ne repart pas, alors je m'imagine qu'il a été bloqué par ma voisine qui attend que je lui donne mes coordonnées pour laisser le train partir. Je retourne donc vers ma place et là, en passant à travers les wagons, j'entends par les portes ouvertes sur le quai une dame dire, j'imagine à un contrôleur, « Cette pauvre dame s'est pris le sac de sa voisine en pleine figure, elle a vraiment mal. » Je crois être dans un cauchemar. J'ai l'impression d'être hanté par ma voisine. Je pense quelques secondes à descendre. Peut-être qu'elle est décédée à ce moment-là et qu'elle te hante déjà. Hein. Attention, je vanne. Elle va faire des... Je vanne. C'était une blague, ça va, c'est une blague, ok? C'est bon, t'inquiète. Je pense quelques secondes à descendre sur le quai me dénoncer, mais j'ai trop peur, 1, des conséquences, 2, que le train reparte sans moi. Je retourne donc à ma place. Ma voisine est partie et m'a laissé un papier avec ses coordonnées. Très bien. Je prends mes affaires et vais rejoindre mon ami. On sort à la gare d'après et le week-end se déroule parfaitement. Avec mes amis, on arrive à rire de l'histoire, mais j'ai quelques remords en me disant que j'ai peut-être blessé, voire tué ma voisine. Je ne pense pas. Mais tout est possible. Mon sac n'est pas tombé intentionnellement, mais je ne l'avais pas bien positionné et j'en étais conscient. De plus, j'aurais pu contacter ma voisine pour lui demander de ses nouvelles ou lui donner mes coordonnées, mais j'ai jeté le bout de papier qu'elle m'a laissé. Jeté. Suis-je une merde pour avoir involontairement manqué de tuer une dame puis pris la fuite? Alors, ma chère parapote, là, c'est chaud pour toi. Déjà, tu savais que tu prenais un risque. Et c'est même pas le risque que tu prenais pas toi, tu le faisais prendre à quelqu'un d'autre parce que t'étais pas sous ton sac. Tu le dis même. Je te cite. Ce qui devait arriver arriva. Ce qui devait arriver. C'était écrit. C'est-à-dire qu'il y a une partie de toi qui le savait, qui a pris ce risque. Enfin, qui a fait prendre ce risque à quelqu'un. Ensuite, premier élément qui joue pas en ta faveur. Deuxième élément qui joue pas en ta faveur et qui pour moi c'est le pire. Pour moi c'est le pire. Tu vois, genre ta manière de le dire, genre les petits aïe ou désolé, la drama queen, exagéré, etc. En vrai, on n'a pas le même corps à 65 ans et à 22 ans, quoi. Je peux te dire qu'autour de moi, j'ai des gens de plus de 60 ans. Quand ils tombent, quand ils se font mal, c'est un autre level. Ah, c'est un autre level. Un truc où moi, je vais avoir une égratignure. Eux, j'ai l'impression que ils vont aller... Enfin, franchement, souvent, ouais, c'est hôpital, quoi. C'est hôpital, fracture, direct, quoi. Là, il y a un manque d'empathie. Voilà, donc ça, c'était le deuxième point. Troisième point, c'est le fait que tu laisses pas tes coordonnées. Le fait de pas assumer, en fait, sa responsabilité. Parce que t'as ta responsabilité. S'il y a un problème et tout, tu vois, genre, t'as une assurance qui va peut-être payer des trucs, t'as une responsabilité civile, c'est fait pour ça. Et puis, je suis pas sûr que t'as un casier judiciaire parce que t'as fait tomber ton sac sans faire exprès sur quelqu'un. Ça, c'est pas ouf. Et quatrième, la cerise sur le gâteau, c'est que t'as carrément jeté ses coordonnées, genre. Tu les as jetées. T'as dit, elle sort de ma vie, cette personne. Voilà. Pour moi, je prends ces 4 éléments. Je suis désolé. T'es pas une merde pour avoir involontairement manqué de tuer une dame, pris la fuite et tout le reste, toute la réaction qui s'ensuit. Pour moi, t'es une merde. Ça doit être trop cool de passer un week-end avec toi dans le sud avec tes amis. C'est sûr. Et là, sur cette histoire, je peux pas te laisser passer. Suis-je une merde de lui avoir dit que c'était à cause de mecs comme lui que les Arabes avaient mauvaise réputation? Oh là 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 là. Non mais on est où là, putain. Non mais voilà, là, je vais avoir des problèmes là. C'est quoi ça? C'est quoi cette histoire? Hola Cyrus, bah oui, bah hola, j'espère que tu vas bien, bah pour l'instant ça va. L'histoire que je m'apprête à raconter est l'histoire dont je suis le moins fier, mais que je regrette étrangement pas, car elle m'a permis de réfléchir. L'histoire est longue. Pour bien comprendre, il faut que je contextualise, merci. Je suis une femme antillaise, par mon grand-père, de 25 ans, en 2023. Donc en 2023, donc cette année, t'as 25 ans. Je suis particulièrement investi dans la lutte contre les inégalités, c'est même mon travail, et particulièrement celle liée à l'origine ethnique. J'ai consacré mon mémoire de sociologie. Bref, j'essaie de déconstruire des clichés tout en vivant un peu stigmatisé, car souvent prise pour une maghrébine du fait de ma couleur de peau très café au lait. Donc voilà, c'est des problématiques qui te touchent, que tu connais bien, t'es investi dedans, très bien. Tout commence à la fin du premier confinement, en été. Je m'apprête à rentrer en master et pour renflouer les caisses, je travaille dans un gros resto de ma ville. Resto très touristique monté sur plusieurs étages qui fait bar l'après-midi, resto le soir. Ok, tout se passe pour le mieux, l'équipe de la salle est cool et une sorte de joie d'être là se fait sentir. Sortie du premier confinement oblige. Bref, l'équipe est divisée en deux, la cuisine et la salle. Lorsque je commence à rencontrer la cuisine, au cours de partage de nos repas, je discute avec un cuisinier qu'on va appeler Didier, d'origine algérienne. Important, on nous dit. Très vite, il commence à me parler du bled, comme si je savais. Je lui dis, je suis pas arabe. Comme d'hab, ça crée la surprise, on rigole, ça en reste là. La saison se suit et je découvre un Didier de plus en plus dégueulasse. Misogyne, raciste, complotiste et voleur. Très bien. Alors c'est marrant parce que je me permets, vous savez, toute l'aversion que j'ai
pour les complots. Je trouve que misogyne, raciste et voleur, c'est quand même assez différent de complotiste. Je l'aurais... Voilà. Non, je me permets de le souligner. Suis-je en train de prendre la défense des complotistes? Peut-être. Mais je trouve que c'est quand même assez différent. Il n'y a pas cette malveillance qu'on peut coller à la misogynie, au racisme et au fait de voler. Bref, j'apprends qu'il a fait des avances à une serveuse d'à peine 18 ans, qui n'ose plus rentrer en cuisine, ok, qu'il a volé à un autre serveur étudiant, ok, et qu'il passe son temps à parler de sexe et du fait que je suis certainement mal baisé car distante. La personne me dégoûtait, je limitais tout échange avec lui. Alors jusque là on est d'accord, c'est une merde. Effectivement ça a l'air d'être une énorme merde. Un soir on se fait défoncer au resto. Il fait chaud, on est au bout du Rolls. Au bout du rouleau évidemment, le bout du Rolls. On connaît le bout du Rolls. En fin de service, la chef de rang, Chantal, me demande de renvoyer en cuisine une coupe de glace car trop fondue. J'adore les prénoms que t'as donnés, Chantal, Didier et tout, ça me tue. Manque de chance, c'est Didier qui est aux glaces. Je lui explique la situation et repart en salle. 10 minutes plus tard, Didier arrive, me tend la coupe en me disant « Tiens, tu donneras ça à l'autre grosse pute de Chantal. » Chantal, c'est un amour. Wow, la violence. C'est trop pour moi, il va trop loin et personne ne fait jamais rien. Je vais donc voir Chantal en lui tendant la coupe et lui répète « Tiens, Didier m'a dit de donner ça à l'autre grosse pute de Chantal. » Ah ouais. Ah ouais, toi, tu fais pas semblant en fait. Elle va le voir très choquée et les deux ont une altercation. À la fin du service, je décide d'aller voir Didier pour lui présenter des excuses car ce n'est pas correct ce que j'ai fait. Je comprends. En revanche, je lui explique que je n'accepte pas ce genre de comportement qui peut insulter qui il veut, mais pas devant moi. Bref, je pose ma limite. Il restait quelques clients en terrasse. Je me retrouve face à un homme d'un profond mépris qui me dit « Toi, ta gueule, tu es rien, dans 2 mois, on t'aura oublié. » Wow. Tu devrais apprendre à être une bonne femme et à fermer ta gueule. Oh là 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 là. Ah, ça continue. Ton mec devrait apprendre à te cadrer ou encore tais-toi quand je te parle. Oh. Bref, il me défonce pendant 4 bonnes minutes. Et plus ça va, plus je sens un raz-de-marée de colère qui monte. Mais l'enfer! Les clients nous regardent. Je sens que je vais exploser. Je m'énerve jamais. Habituellement, je fuis les conflits avec une bonne vanne. J'attends qu'ils finissent de dire à quel point je suis une merde et que je devrais rester à ma place de femme pour lui dire une fois ferme. Didier, c'est à cause de mecs comme toi que les Arabes ont mauvaise réputation en France. Silence de mort, il tourne les talons et part du restaurant. Ah, tu m'as soufflé là. Je m'attendais pas à ça comme insulte. Ok, on continue. Je me tourne vers Chantal, présente mes excuses, les larmes aux yeux et pars fumer une clope. Quand je m'énerve, je pleure. Je rumine, des collègues viennent me voir, n'en revenant pas de ce que j'ai dit, en ne sanctionnant pas mon propos. Très bien. En rentrant, j'en parle à mon copain et je me rends compte que je ne regrette pas. Je ne regrette pas parce que ce mec représente tout ce qui est abject chez l'espèce humaine, parce qu'il n'a cessé d'insulter toute l'équipe. Mettons-nous d'accord. Je ne suis pas raciste. Mais j'ai un ami noir. Pardon. Mettons-nous d'accord, je ne suis pas raciste, je ne pense pas qu'il existe une culture meilleure qu'une autre, je défends fermement l'interculturalité et le multiculturalisme. En argument, une partie de ma famille par alliance est marocaine, je suis antillaise et surtout j'aime cette diversité au sein de ma famille et de mes amis. Je suis amoureuse de la richesse culturelle de ce monde, oh là là, le plaidoyer! Et j'aime profondément l'autre. De même, je ne pensais jamais tenir un tel propos. Mais j'avais besoin de le remettre à sa place, de faire mal à son intégrité comme il a fait mal à la mienne, à celle de Chantal ou à l'autre serveuse à qui il faisait des avances très lourdes. Le lendemain, je suis allé voir mon responsable en demandant de ne pas être aux mêmes horaires que Didier. Heureux hasard, je commença à travailler de 15h à la fermeture. Didier avait quand même demandé à des amis de venir sur la terrasse, ivre, commander à boire et m'insulter. Ça partait sur du harcèlement. J'ai fait remonter l'info à mon responsable, Didier a été en arrêt quelques jours, après en arrêt, dû à une chute avérée, et licencié à son retour, car la serveuse a décidé de parler à notre responsable des avances, du harcèlement donc, qu'il lui faisait. Bref, suis-je une merde de lui avoir dit que c'était à cause de mecs comme lui que les Arabes avaient une mauvaise réputation. Au fond, je regrette mes propos, je regrette de ne pas avoir su conserver mon calme et d'avoir attaqué son intégrité pour défendre la mienne. Je pense être une merde sur ce coup-là. La personne fait son jugement, visiblement. C'est mon job ça, là ce que tu es en train de faire c'est mon job. Hein, à défaut de passer dans ta vidéo, écrire cette histoire m'aide et me permet de poursuivre ma réflexion, donc finalement c'est le principal. Effectivement, prends soin de toi et que ton équipe prenne également soin d'elle. Ne me jugez pas fort s'il vous plaît, j'essaie d'être quelqu'un de bien ou à défaut de juste. Merci à la personne qui lira ce pavé. Bon, tu ne sembles pas être effectivement une personne raciste. Hein, puisque de par tes engagements, de par ce que tu nous dis, voilà. N'empêche que ton propos, il l'est. Séparer ton propos de ta personne. Ta phrase, en fait, moi c'est pour ça que ça m'a soufflé quand j'ai lu ta réponse. La réponse que tu as faite à Didier, c'est que je me dis, attends, mais il a tellement de tard, visiblement. Je me suis dit, mais pourquoi le ramener à son origine? Quand j'ai lu ça, j'ai trouvé ça raciste, parce que ça suffit de dire, t'es comme si, t'es un misogyne, t'es un raciste, tu parles trop mal des gens, tu manques de respect, t'es méprisant, t'es une mauvaise personne, tu vois. Mais qu'est-ce que, tu vois, genre le fait de ramener ça, en fait, tu voulais le blesser, quoi. Tu voulais le blesser. Et donc, et je pense que t'as attaqué à un endroit où tu t'es dit ça va le blesser. Alors la question c'est, pourquoi tu t'es dit ça va le blesser? Est-ce que tu t'es dit que ça va le blesser
parce que par d'autres aspects de sa personnalité que tu ne nous as pas parlé, il a montré qu'il était hyper fier de ses origines, par exemple. Et donc, tu as voulu taper dedans en disant, bah, t'es fier de tes origines, mais tes origines ne sont pas fières de toi. Ça peut être une manière. Ou alors, tu l'as attaqué sur un truc qui, toi, t'aurait fait mal, en fait. Sur un truc qui, toi, te touche. Et donc, toi, ton lien à tes origines, en fait. Maintenant, le fait de... Donc, je comprends la logique derrière. La logique derrière, c'était de lui faire mal. Parce que... Et c'est légitime. Il t'humilie en public. T'avais envie de l'humilier aussi. Au final, peu importe le pourquoi, du comment, etc., la phrase que t'as sortie, effectivement, c'est une insulte raciste. Suis-je une merde de lui avoir dit que c'était à cause de mecs comme lui que les Arabes avaient mauvaise réputation? On va paraphraser. On va dire, suis-je une merde de m'être défendu avec un propos raciste? Bah, pour moi, là, on rentre typiquement dans les cas de figure de, sur ce moment-là précis, sur cette phrase-là, t'as été une merde. Un, ça fait pas toi une merde dans la vie. Et deux, on te comprend 100%. On comprend ce que t'as voulu faire. Je pense qu'il y a très peu de gens, en lisant cette histoire, qui t'en voudront. Et effectivement, c'est ce que tu racontes quand tu dis, voilà, mes collègues viennent me voir, n'en revenant pas de ce que j'ai dit, mais en ne sanctionnant pas mon propos. Parce qu'en fait, dans la situation, dans le contexte que tu donnes, on comprend. Tu vois, et ça montre à quel point, en fait, le racisme est présent dans plein de cas de figure, même chez les gens qui font attention. C'est très vicieux, quoi. Parce que là, c'est en gros, ce qui est raciste là-dedans, à mon sens, c'est de l'avoir réduit à son origine, à un groupe, en fait, de personnes. Genre, ok, vous, c'est les Algériens. Et toi, Didier, tu fais partie des Algériens. Et du coup, tu nuis à ton groupe. Voilà, après, il n'y a pas grand-chose à rajouter. Hein. Ça arrive, j'ai envie de te dire. Tu vois, franchement, encore une fois, vu le contexte que tu nous donnes, on sent que tu es une bonne personne, on sent que tu essaies de faire le bien autour de toi, tu es investi dans ces questions-là, voilà. Ton travail, c'est dans la lutte contre les inégalités, notamment celles liées aux origines ethniques, donc c'est vraiment un truc qui te touche. Je pense que d'ailleurs, c'est lié à cette insulte aussi. C'est ce que je te disais, c'est que je pense que c'est parce que c'est des problématiques qui te touchent et que ça te fait chier, en fait. Pour moi, le fait que tu fasses une insulte comme ça, que tu aies eu ce propos-là, c'est aussi le miroir de à quel point c'est des causes qui sont importantes pour toi. Et donc voilà, c'est aussi à prendre, faut le prendre avec ces deux côtés. Tu vois, oui, c'est un propos merdique, oui, c'est un propos raciste. Maintenant, qui est derrière ce propos? Qu'est-ce que tu fais au quotidien? Et là, on voit que ça n'a absolument rien à voir avec le portrait qu'on pourrait dépeindre d'une personne comme ça. Suis-je une merde pour avoir abîmé le bien le plus précieux d'une amie? Bonjour Cyrus, bonjour. On est dans du mystère là. Hein. Suis-je une merde pour avoir abîmé le bien le plus précieux d'une amie? Pour le contexte, je m'appelle Thomas, j'ai 25 ans et développeur web en CDI. Ma situation financière pourrait être importante pour la suite. Alright, Thomas. Il y a quelques mois, je me rends à une soirée avec un groupe d'amis datant du lycée. Nous sommes dans la maison de famille d'une de mes amies. La soirée bat son plein. Alcool, drogue, sexe et rock'n'roll. Une copine fait un défilé. Tout le monde est ébahi et l'accompagne dans son choix de lunettes. L'hôtesse... C'est trop bizarre comme anecdote. Attends, c'est la fin de l'anecdote là ou pas? L'hôtesse a une vie semée d'embûches. Elle accorde beaucoup d'importance à la famille et aux loisirs qui peuvent les réunir. Dans le salon trône un billard sur mesure doté d'une valeur sentimentale. D'une forte valeur sentimentale. Attends. Donc le défilé de lunettes, c'est quoi? Une copine fait un défilé, tout le monde est ébahi et l'accompagne dans son choix de lunettes. Ça a un rapport avec la suite ou pas Ça me fascine, cette phrase. À chaque soirée faite dans cette pièce, l'hôte nous précise qu'il ne faut pas déposer nos verres sur le bord du billard afin de ne pas l'endommager. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On devine déjà. Un peu imbibé d'alcool et entraîné par l'euphorie ambiante, c'est-à-dire le défilé de lunettes, visiblement. Le verre que j'avais préalablement déposé sur le pourtour du billard vacille. La liqueur pourpre de raisin se répand sur le tapis beige immaculé. C'est beau, putain. La soirée se suspend, silence dans l'assemblée. L'hôte comprend ce qui vient de se dérouler, elle me regarde, je la regarde. Bref, j'ai chié dans la colle. Toujours aucun rapport avec le défilé de lunettes. De suite, je lui présente mes excuses. Très empathique, elle me dit de ne pas m'inquiéter. Mais je sens dans son regard que quelque chose est brisé. Après quelques réflexions collectives, beaucoup de sel, quelques remèdes de grand-mère appliqués sur la table, nous convenons finalement de faire jouer ma responsabilité civile. Prix des dégâts estimé, 1616,40 €. C'est extrêmement précis, 1616,40 €. 8 mois plus tard, la situation est restée intacte. Le billard est toujours endommagé, la famille de l'hôte un peu endeuillée et l'hôte elle-même ne m'a plus réinvité. Du fait de ma situation personnelle et financière, aurais-je dû lui proposer de lui rembourser l'intégralité du match causé sur le champ, ou ai-je légitimement bien fait de faire jouer mon assurance? Et donc, par la même occasion, suis-je donc une merde? Alors, Thomas, développeur web en CDI, de 25 ans, qui nous parle de défilé, du choix de lunettes. J'ai toujours pas compris ce que ça fout là. Bah non, bah t'es pas une merde. T'es pas une merde, t'as pris tes responsabilités, t'as fait jouer ton assurance. Voilà. Bon bah l'assurance prend du temps. Tu pourrais effectivement proposer, si t'es à l'aise avec ça financièrement, d'avancer les frais pour que eux ça se règle plus vite.
mais t'es pas obligé de le faire. T'as rempli ta part du contrat. Il y a eu une connerie, tu l'as assumé et t'as fait jouer ton assurance pour que quelqu'un le paye. C'est-à-dire toi indirectement parce que tu payes ton assurance. Franchement, alors là, il y a rien, il y a R, j'ai envie de te dire. C'est pas cool par contre quand t'es plus réinvité. Et en fait, je pense que c'est ça qui te fait culpabiliser, quoi. Tu te dis, attends, si on me réinvite pas, c'est que j'ai fait quelque chose de mal. Bah non, des fois tu fais rien de mal, mon gars, et t'es pas réinvité. Voilà. Je suis désolé pour toi. Et en vrai, table de billard beige. Beige. Hyper salissant, quoi. Alors attention, partez pas tout de suite parce que c'est un épisode d'Êtes-vous des merdes. Donc il est sponsorisé par qui? Faites un effort, là, vous le savez. Vous le savez. NordVPN, évidemment. Il y en a encore qui ne savent pas ce que c'est NordVPN. Je vais péter mon crâne, en fait. Je vais péter mon crâne. NordVPN, c'est un VPN, un Virtual Private Network. Mais qu'est-ce qu'un VPN? Un réseau virtuel privé? Je vous explique ça tout de suite. Quand vous avez un VPN et que vous passez par lui pour aller sur Internet, ça vous offre deux avantages. La première utilité, c'est que vous êtes dans un réseau Wi-Fi public, genre par exemple un aéroport, un café, etc. Vous vous connectez à Internet, vous allez sur un site HTTP, et là, quelqu'un peut... le flux de données, en fait, il n'est pas chiffré, quoi. Sauf si vous passez par un VPN. Deuxième usage très utile, ça fait croire que vous êtes ailleurs dans le monde. C'est-à-dire que vous pouvez vous connecter sur Internet en passant par les États-Unis, par exemple, ou en passant par le Chili, ou en passant par le Japon, n'importe où. Alors ça a beaucoup d'avantages. Par exemple, sur vos sites de streaming préférés, peut-être que vous n'avez pas le catalogue que vous vouliez, peut-être qu'il y a une série qui n'est disponible que dans un certain pays. Ça, c'est important. Quand vous voyagez, et là vous l'avez vu par exemple pendant les vacances, des fois vous voulez continuer à regarder votre série préférée. Comment faire sans VPN? Parce que des fois la série elle n'est pas dispo là où on est. Avec un VPN, c'est bon. Autre usage, parfois il y a des sites web qui sont bloqués, en fait. Vous utilisez un VPN pour ça. Parfois aussi, qu'est-ce qui se passe? Vous avez accès à des prix moins chers si vous achetez le truc que vous aviez prévu d'acheter, par exemple un abonnement, un billet, n'importe quoi. Si vous l'achetez depuis un autre pays, des fois c'est moins cher. Donc ça vaut le coup. Donc bref, plein d'usages divers et variés. Et en plus, NordVPN, ça n'offre pas que ça. Il y a des trucs de détection de malware, des trucs d'anti... hameçonnage, etc. J'ai plus exactement tout ce qu'il y a, tellement il y a de choses. NordVPN a arrêté de faire autant de choses, je me souviens pas de tout en fait, tellement il y a de trucs. Court extrait d'une précédente vidéo où je dis ce qu'il y a. Ça vous protège des trackers, ça vous bloque les publicités invasives et malicieuses. Ça vous bloque aussi des sites qui vous veulent du mal et ça vous protège des malwares. Voilà, c'est quand même énorme. Alors là vous vous dites, non mais en fait, je sais pas si c'est une bonne idée. Mais il n'y a pas de problème en fait, parce que c'est satisfait ou remboursé. Donc, vous pouvez l'essayer, vous allez kiffer, mais si vous kiffez pas, satisfait ou remboursé sous 30 jours. Easy busy. Mais Cyrus, est-ce que t'as pas un petit code promo? Mais bien sûr, évidemment, on est là pour ça. Avec le code Cyrus North, bim, nordvpn.com/Cyrus North, vous rentrez ça, vous avez une réduction astronomique. Vous m'entendez? Astronomique. Allez-y, je vous mets tous les liens en description. Merci NordVPN de sponsoriser cette série de vidéos. Êtes-vous des merdes dont je me raffole. Voilà, je me régale en la faisant. Et quand j'ai vos retours. Voilà, tout simplement. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous avez kiffé les histoires. J'ai hâte de lire vos commentaires et vos avis sur ces différentes histoires. Et je vous embrasse très fort. Et on se voit très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. Arrivederci.